Aujourd'hui, Vue sur Terre fait escale dans l'océan Indien. Madagascar est une des plus grandes îles de la planète. Pays d'histoire et de légende, Madagascar est surnommée l'île rouge, la couleur de sa terre. Vous rencontrerez Élisée, une étudiante en botanique. Elle se passionne pour l'arbre emblématique de son île, le baobab. C'est dans le Grand Sud malgache, un territoire aride et difficile d'accès, qu'elle mène ses recherches. Soloda est un Vèze, le peuple des nomades de la mer, les marins de Madagascar. Son village est isolé de tout, posé sur le sable, face au canal du Mozambique. Après quelques années loin des siens, c'est l'amour de la mer qui guide ses pas. Gilles s'est installé ici il y a plus de 20 ans. Passionné de nature, il a posé ses valises au pied des plus belles montagnes de l'île. Et il s'est mis en tête de reboiser la vallée où il a choisi de vivre. Le livre de Giono, L'homme qui plantait des arbres, m'a un petit peu impressionné. Et bon, ouais, c'est sûr, il m'a inspiré, quoi. J'aimerais bien finir dans la mémoire des gens ici comme l'homme qui plantait des arbres. Madagascar est un territoire immense dans l'océan Indien, au large de l'Afrique australe. Pays de croyances et de mystères, la 5e plus grande île du monde offre une grande diversité de paysages et de cultures. Un voyage à Madagascar porte toujours un parfum d'aventure. Il y a peu de routes pour quitter les hautes terres centrales, atteindre les forêts du nord ou les plaines désertiques du sud. Découvrir Madagascar, c'est d'abord prendre son temps, le temps de l'île. La Nationale 7 est l'unique route qui ouvre les portes du sud. Élisée et Tantelle sont 2 étudiantes chercheuses en botanique. Elles entament un long périple vers le pays des épines, le Grand Sud malgache. On parcourt une centaine, voire des milliers de kilomètres pour pouvoir être sur place. Et encore, là, on est parti en taxi-brousse, mais des fois, on part sur la charrette ou même en pirogue. Chaque fois, c'est l'aventure. Élisée a choisi de faire sa thèse de doctorat sur un arbre qu'on reconnaît entre tous, mais dont on ne sait finalement pas grand-chose, le baobab. Ici, les Malgaches l'appellent le régnal, ce qui signifie la mère de la forêt. Traditionnellement, le baobab nourrit de nombreuses croyances, liées à la mère et à l'enfant. Son tronc est massif et droit, son écorce d'une grande douceur, et il a le cœur tendre. Le baobab est le symbole de la fertilité. Le baobab a vraiment une drôle d'allure. Ne dit-on pas souvent qu'il a été planté à l'envers, comme si ses branches voulaient prendre racine dans le ciel? Une légende raconte que les dieux se sont aperçus le dernier jour de la création qu'ils avaient oublié de planter les baobabs et qu'ils les ont jetés du ciel. Les 2 jeunes botanistes malgaches ont encore des centaines de kilomètres à parcourir. En fait, elles recherchent des baobabs en fleurs. Leur étude porte sur la reproduction d'une espèce très particulière que l'on ne trouve que dans le sud de l'île. Tuléar, la grande ville du sud de Madagascar. Élisée et Tantelle ne sont pas encore arrivées au bout de leur périple. 2 jours déjà qu'elles ont quitté Tananarive, la capitale malgache, et traversé la moitié de la grande île, avec une idée fixe en tête, un baobab dont les fleurs vont éclore. On pense qu'il y aurait
une sorte d'hybridation chez les baobabs. Donc là, j'essaie de connaître comment ça s'est fait, l'hybridation. Des 8 espèces de baobabs recensées dans le monde, la Grande Île en abrite 7, dont 6 espèces sont endémiques. Certaines sont hybrides, et c'est cette énigme de la nature qu'Élysée veut élucider. Après le taxi-brousse, c'est en charrette à zébu que se poursuit le voyage dans le sud, sur le plateau Mahafal, un territoire aride et pauvre. On va attendre d'être à côté. Ah bah voilà! Le bon pied! Le mystère qui entoure les baobabs n'est autre que celui de la reproduction des êtres vivants. Le mystère de l'équilibre fragile de la nature, une histoire de fleurs, de parfums, de pollen et d'insectes. La fleur du baobab ressemble à une orchidée sauvage. C'est une fleur éphémère. Elle ne s'ouvre qu'une seule fois dans sa vie, après le crépuscule, pour quelques jours seulement, et uniquement pendant les nuits chaudes de l'été austral. Pour mener à bien ces observations, Élysée peut compter sur le savoir-faire de Tser et d'Ilf, 2 acrobranchistes spécialistes de l'escalade dans les arbres. C'est au tour d'Élysée de s'attaquer à l'ascension du baobab. À une quinzaine de mètres du sol, elle vient repérer des fleurs susceptibles d'éclore à la tombée de la nuit. La première fois que j'ai grimpé un baobab, je me dis, j'avais tout de suite ressenti que je l'avais dans la peau. J'étais à l'aise dans les baobabs, j'étais à l'aise à la grimpe. J'étais vraiment à l'aise avec tout ce qui est autour des baobabs. Et en fait, c'était peut-être aussi ma destinée en fait d'étudier les baobabs après une histoire comme ça. Très bien. Après, tu vois, il faut que ta corde et tes nœuds soient toujours tendus. D'accord. Et au fur et à mesure que tu te déplaces, tu donnes du mou avec. D'accord? Botaniste et acrobate à la fois, Élysée doit se familiariser avec son laboratoire au perché. Ce soir, elle espère observer une nouvelle éclosion de la fleur et surprendre quelques insectes soupçonnés d'être les pollinisateurs de ces arbres majestueux. Cette terre desséchée, couverte de savanes épineuses et de forêts sans ombre, est le pays des Sakalaves, une ethnie au caractère forgé par une nature hostile. Les Sakalaves semblent appartenir encore à un autre monde. Deux fois par jour, Dimbrissa doit venir ici avec sa famille, dans cette forêt peuplée de lémuriens. Dimbrissa vient recueillir ce que la nature veut bien lui donner. Voilà sa seule richesse, un baobab qu'il a transformé en réserve d'eau, un baobab citerne. On est habitué à gérer l'eau au quotidien.
Le baobab est le pilier de notre vie, mais son bois ne sert à rien. On ne peut rien faire avec. On ne mange pas beaucoup de viande. On n'a pas le droit de tuer les zébus. On ne cultive pas le manioc. En fait, on n'a que le baobab. C'est ma vie. C'est une mère pour moi. Dimbrissa a creusé le tronc jusqu'à 1,50 m du sol, ce qui permet à l'arbre de se régénérer et de ne pas mourir. Après chaque pluie, l'eau est récupérée à même le sol et stockée dans le baobab, réserve indispensable pour supporter les pénuries des mois de saison sèche. Ici, plus qu'ailleurs, l'eau est rare et donc encore plus précieuse. Dans cette région où sévissent chaque année de terribles sécheresses, le baobab citerne est le seul moyen pour s'approvisionner en eau. Sur le plateau Mahafal, la quête de l'eau est un souci constant. L'eau des baobabs citernes sert à la consommation courante de toute la famille. Ce baobab remplace les zébus, les moutons. Il remplace la charrette, les chèvres que je n'ai pas. C'est ma seule richesse. C'est pour ça que j'en prends soin. Si le baobab meurt, eh bien, je disparais aussi, et ma famille avec moi. Depuis 3 jours, la petite équipe scientifique et les 2 acrobranchistes ont planté leur tente en pleine brousse au pied des arbres. Leur présence a d'abord étonné les villageois. Ils sont devenus maintenant une véritable attraction. Il faut dire qu'il y a de quoi être intrigué. Ça y est. Chaque soir, il y a un peu plus de monde qui se joint à la troupe venue de Tananarive, curieux d'en apprendre un peu plus sur ces drôles d'expériences qui se préparent à la tombée de la nuit. Longtemps, les scientifiques ont cru que seuls les lémuriens et les chauves-souris jouaient le rôle de transporteurs du pollen des baobabs. Ce n'est que tout récemment que les botanistes ont découvert le rôle primordial d'un insecte, le sphinx. Le sphinx, ce sont des papillons de nuit et qui est un des insectes probablement pollinisateurs des baobabs. On a découvert tout récemment qu'il peut être des pollinisateurs essentiels des baobabs parce que, étant donné papillons de nuit, ils peuvent transporter les pollens d'une fleur à une autre. Élisée, Dilf et Tser se préparent à passer la nuit entre ciel et terre. Ouais, une fois que t'es en l'air, ça va tout seul, quoi. Dans le baobab, tout a été préparé pour assister à l'éclosion des fleurs. Maintenant, c'est à la nature de jouer sa partition. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Je te laisse passer dans la fourche d'abord, parce qu'on ne pourra pas entrer nous deux direct, quoi. D'accord. C'est vraiment toute une expédition pour arriver enfin sur un baobab. Mais c'est justement peut-être pour toutes ces choses-là que j'aime ce que je fais. Parce que c'est quelque chose qui est très difficile
avoir. C'est quelque chose qui n'est pas donné et c'est peut-être ça que je trouve très importante dans ce que je fais. Soubresaut de la nature et signe de son incroyable vigueur, la fleur se métamorphose et s'ouvre sur le monde en quelques minutes. L'instant est magique et fugace. Madagascar est reconnu en fait par sa richesse en biodiversité. Donc si les baobabs venaient à disparaître, on perdrait notre richesse. C'est également, on perdra notre culture et notre identité. C'est parce que le baobab, c'est Madagascar. Les travaux de recherche d'Élysée viennent de commencer. Elle veut connaître les baobabs pour mieux les protéger. Nul ne sait dire précisément l'âge d'un baobab. Sûrement plus de 1000 ans pour certains de ces seigneurs de la nature. Témoins de la biodiversité de l'île, les baobabs ont inscrit dans leur chair un millénaire de l'histoire écologique de Madagascar. Saroudran, c'est un bout du monde. Pour vivre ici, les hommes ont dû s'adapter à l'isolement. En malgache, Saroudran a deux significations. L'eau difficile ou la terre entourée d'eau. En réalité, c'est les deux à la fois. Nous sommes dans un village Vez, le grand peuple des marins de Madagascar, les nomades de la mer. Le territoire des Vez s'étend tout le long de la côte sud-ouest de Madagascar, une zone écrasée de chaleur et régulièrement balayée par les cyclones. Depuis que les hommes s'y sont installés, Saroudran tourne le dos à la terre. Le village est posé sur une langue de sable, elle-même jetée dans le canal du Mozambique. Mieux vaut donc arriver ici à pied ou alors par la mer, ce qui n'est pas sans risque. Il n'y a guère que les petites pirogues de pêcheurs pour oser s'aventurer entre les récifs de corail qui bordent le lagon. Poser le pied dans ce village, c'est comme débarquer sur une île. Soloda est un enfant de Saroudran, fils du vent et de la mer. Matin et soir, avant les fortes chaleurs de la journée, la corvée de l'eau rythme la vie des habitants du village. Notre village, Saroudran, s'appelle comme ça parce qu'ici, avant, il n'y avait pas d'eau. Il fallait aller en chercher dans les villages voisins et l'acheter. C'est ce que faisaient les anciens. Il y a quand même de quoi vivre ici. On élève quelques animaux et l'eau dont nous avons besoin n'est pas si éloignée que ça. Les Vez vivent à l'écart des péripéties du monde.
C'est juste la nature qui cisèle leur existence. Malgré des conditions de vie rudimentaires, Soloda est attaché à ce territoire perdu. Il y a quelques années, Soloda a choisi de revenir vivre là où il est né. Pour aider sa famille, il avait dû quitter son village et tourner le dos à son enfance. Il s'est engagé sous les drapeaux dans l'armée malgache. Mais la rigueur militaire est à des années-lumière de la vie de ces hommes libres. L'élan patriotique de Soloda a fait long feu. Il a ensuite été négociant. Acheter du riz sur les hauts plateaux pour le revendre dans le sud, ce n'était pas vraiment une panacée. Alors Soloda est revenu chez lui, fonder une famille. Le clan familial de Soloda. 3 générations qui cultivent une douce harmonie. Même s'ils se sédentarisent de plus en plus, les Vèzes restent des nomades dans l'âme. Ce qu'a toujours été le patriarche de la famille, le père de Soloda. On n'est pas venu ici par hasard. C'est la volonté du Créateur qui nous a guidés jusqu'à cette terre. Avant, on était vraiment nomades. Quand il n'y avait pas de poissons, on allait loin pour en trouver. Et on s'installait dans d'autres villages de pêcheurs. La mer est la plus forte. Elle est puissante. Nous, les hommes, on disparaît. Mais la mer, elle ne meurt jamais. Dans la tradition vèze, il existe un dieu unique de la mer, tout puissant sur l'environnement. Il protège ceux qui vont sur l'eau. Les falaises qui surplombent le village sont un endroit sacré où repose l'âme des ancêtres. Les esprits sont partout, ils planent sur l'océan et garantissent le bonheur des vivants. Mais au-delà des croyances, les pêcheurs ne peuvent compter que sur leur expérience de la mer pour affronter les éléments. En saison des pluies, les Vèzes évitent de partir au large, trop risqué à cause des cyclones. Il y a 2 ans, les pêcheurs d'un village plus au sud ont disparu en mer, surpris par des vents brutaux que personne n'avait vu venir. Quand il y a un naufrage, c'est tout le village qui met les pirogues à l'eau pour porter secours. Le charpentier est une personne importante dans le village. Les pêcheurs des environs viennent ici réparer leurs pirogues. Tous les jours, il y a des bateaux à réparer. Les lakas sont les pirogues à balancier des Vèzes, sans doute identiques à celles qu'utilisèrent leurs ancêtres venus d'Asie. Les techniques de construction des lakas sont un concentré du sens marin de ces pêcheurs. Elles sont le résultat d'une connaissance intuitive de la mer. La pirogue, c'est la vie des Vèzes. Un Vèze sans pirogue n'est pas un véritable Vèze. C'est juste un vagabond. On utilise la pirogue pour voyager, pour aller à la chasse aux poulpes, pour gagner notre vie. La pirogue est aux Vèzes ce que la voiture est aux étrangers. Le geste auguste des Vèzes. En malgache, Vèze signifie simplement celui qui rame.
Ils se défendent d'être une ethnie ou une tribu. Être vèze, c'est une culture, un état d'esprit. C'est une façon de vivre au jour le jour, au rythme des marées, au gré des saisons. La mer est l'unique moyen de subsistance des marins du Grand Sud malgache. Les parents apprennent à naviguer aux enfants dès leur plus jeune âge, dès qu'ils ont du temps libre. C'est un héritage qui se transmet. Quand les enfants savent se débrouiller, ils sont lâchés tout seuls en mer, sur une pirogue. Moi aussi, j'apprendrai tout ce que je sais de la mer à mes enfants. La mer, c'est la Bible des Vèzes. Soloda va à la pêche depuis l'âge de 6 ans. Pour effrayer les poissons et les rabattre vers le filet, la technique est toujours la même, ancestrale. À midi, quand je rentre au village, je décide de repartir ou pas l'après-midi. Ça dépend de ce qu'on a pêché comme poisson. Si ça marche toujours pas, je décide alors d'y retourner la nuit pour la crevette. Voilà ce qu'il y a dans la tête d'un pêcheur. Naviguer, pêcher, vivre sur l'eau. Finalement, Soloda n'a pas voulu échapper à son destin. Les Vèzes ne cultivent pas et ne pratiquent pas l'élevage. Ils ne vivent que pour la mer. Elle est ce qu'il y a de plus précieux. Ne jamais travailler la terre, mais pourquoi pas cultiver la mer? Soutenu par une ONG française, Soloda s'est lancé avec d'autres pêcheurs dans la culture des algues. Il espère les vendre à l'étranger pour l'industrie cosmétique et alimentaire. Au début, il faut faire un suivi quotidien. Vérifier qu'il n'y a pas de branches mortes ou cassées. Si on n'en prend pas soin, les algues risquent de mourir. Et puis si la météo est mauvaise, il peut y avoir des pertes avec les débris qui flottent sur l'eau. Nous, on n'a pas la télé pour regarder la météo. Parfois, on écoute la radio, quand on peut. Sinon, on regarde le vent et on écoute la mer. C'est le tout début de l'expérience et peut-être un changement de vie en perspective. Les boutures d'algues ne sont pas encore arrivées à maturité, mais si le projet réussit, il assurera un revenu régulier à la communauté. Ici, il n'y a rien. C'est une terre vierge. On l'aime, on s'y sent bien et la mer regorge de nourriture. Les Vèzes tiennent à ce lieu, on n'a pas le droit de le vendre. C'est un héritage pour les générations futures qui pourront elles aussi profiter de l'endroit. On se sent bien ici, ça fait chaud au cœur. On est nombreux dans le village et on est heureux. Les Vèzes sont des hommes libres et solidaires. Si la nature ne leur joue pas un mauvais tour, Soloda et les pêcheurs de Saroudran vont peut-être réussir leur pari. Cultiver la mer, leur source de vie, leur seule richesse.
La région des hauts plateaux au centre de Madagascar vit au rythme de la culture du riz. Cette plante venue d'Asie est l'aliment de base et le gage de l'unité nationale. C'est le symbole de la vie. Le riz et les rizières ont aussi une dimension sacrée dans l'esprit de beaucoup de Malgaches. À la limite des hautes terres centrales s'ouvre un autre territoire, un pays de montagne peuplé d'esprit, une terre de paysans où le granit et le ciel se mélangent. La vallée de la Tsaranour n'est pas si éloignée de la civilisation dont elle est pourtant longtemps restée à l'écart, comme si le monde avait oublié ce pays où les montagnes percent les nuages. À 20 ans, Gilles quitte Marseille, traverse l'Afrique à pied et se pose aux Comores, avant de découvrir Madagascar à la fin des années 80, puis la Tsaranour, cette vallée tranquille et isolée du monde. Nous, quand on est rentré dans la vallée, on rentrait à pied. On a arrêté le 4x4. Déjà, il fallait un 4x4 pour venir au gros village là, qui est à 10 km du Goudron. Et puis là, on partait à pied. Il n'y avait plus de piste. La piste avait été abandonnée il y a déjà une cinquantaine d'années. Il n'y avait même pas de charrette dans la vallée. Les gens circulaient uniquement à pied. Et nous aussi. J'ai quand même passé beaucoup de temps de ma vie en montagne. Donc j'étais adolescent, j'étais à Briançon, dans les Hautes-Alpes. Donc j'ai gardé un amour de la montagne. J'ai fait du ski de rando, de l'alpinisme, du kayak, un peu de delta à l'époque. Puis quand j'ai déboulé ici, le territoire était complètement vierge. Je crois que pour n'importe quel grimpeur, c'est un paradis, quoi. Pour Gilles, cette vallée de la Tsaranour est une révélation. Il tombe littéralement amoureux de l'endroit. Depuis, il l'arpente inlassablement, assouvissant ainsi son besoin de nature. La vallée abrite d'innombrables troupeaux de zébus. Mais la seule richesse des paysans fait l'objet d'un trafic important. Les Dahals sont les voleurs de zébus qui sévissent la nuit. 800 000 têtes de bétail sont volées chaque année. C'est un drame pour les éleveurs malgaches. Au début, c'est parti d'une tradition. Donc il fallait qu'au moins une fois dans ta vie, si tu étais un homme, tu veux prendre une femme, il faut avoir volé un zébu. Ça ne portait pas à conséquence. C'est une fois dans ta vie où l'homme doit voler un zébu. Aujourd'hui, on a dérivé un petit peu. Je ne sais pas si on peut parler de phénomènes mafieux, mais bon, il y a des réseaux bien organisés. Et ça crée une insécurité dans les campagnes. Ça a vidé les campagnes par peur du banditisme rural, comme ça, mais qui n'a plus rien à voir avec la tradition. Toutes les nuits, il y a des gamins de la vallée qui viennent dormir par là. On les appelle un peu les yeux de la montagne, quoi. Ils surveillent. Dans les pas de Gilles, on découvre la vallée, ses histoires et ses cicatrices. Waouh, il se creuse celui-là. Les lavaques sont des plaies béantes causées par un phénomène d'érosion. L'eau de la montagne, canalisée pour alimenter les rizières de la vallée, creuse et ravine la terre en profondeur. Sur ces collines pelées, ces immenses ravines laissent apparaître les ravages de la déforestation. La nature est généreuse à Madagascar, mais si on provoque un déséquilibre, il y a forcément des réactions, et pas toujours positives. La nature a ses propres moyens de se défendre, mais là, ça dépasse un petit peu ses capacités. On creuse, on érode, et c'est dur de revenir en arrière, quoi. Gérer des phénomènes comme ça d'érosion, c'est un petit peu compliqué.
Ce jour-là, avec Noah, un de ses compagnons de randonnée, Gilles s'apprête à gravir une des parois qui surplombent la vallée. La plus haute de ces falaises mesure 800 mètres de haut. Elle est désormais connue des alpinistes de l'extrême. Pour l'instant, ce mur de granit imposant est toujours invaincu. Aucun des meilleurs grimpeurs de la planète n'est encore parvenu à l'escalader en une seule fois. Gilles et Noah ne se prétendent pas champions d'escalade. Ils ont ouvert et équipé une voie beaucoup plus facile. Bon, il y a un plaisir physique, de toute façon, hein, je veux dire, l'escalade, ça peut être très physique. Le plaisir un peu de la gymnastique, de la gestuelle sur le rocher. Après, il y a le fait de se pousser un peu au derrière, tu vois, le petit challenge sportif, dire ah, je peux le faire, je peux pas le faire. C'est vraiment hyper spécial, quoi. C'est vraiment surprivilégié, quoi. Tu regardes le vallon entier, qu'on est les seuls. Personne. Tu es vraiment peinard, quoi. Tu es un peu loin du monde, de la civilisation. Tu peux regarder où tu veux. Tu verras pas un poteau électrique, tu verras pas une route. 2-3 gardiens de zébus qui traînent par là, mais... Ouais, tu te retrouves un peu seul en montagne, quoi. Tu viens et puis, bah, t'es libre de partir où tu veux, quoi. Sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. J'aurais pu m'arrêter ailleurs. Quand je suis arrivé dans cette vallée, ça a été un peu le coup de foudre. Tu t'expliques pas. Il y a des endroits, tu débarques dans le monde, tu dis waouh. Ça me plaît, ça, je sais pas, tu sens une vibration, la montagne qui... Ça m'a fait quelque chose, tu vois. Je me dis, ça y est, j'ai trouvé mon paradis, c'est là où je veux poser mes valises, j'ai plus envie de bouger, quoi. J'avais pas mal voyagé avant, et là, franchement, je me suis dit, c'est parfait, quoi. Et voilà. C'est du bonheur, là, que du bonheur. C'est pas le point le plus haut, mais on est au milieu de la vallée. Et quand tu fais le 360, tu es entouré d'un cirque de montagnes qui est spectaculaire. Tu as toutes les montagnes de Landringt, jusqu'au pic Bobby, qui est le deuxième sommet du pays. Tu as le Saranour derrière, qui est des falaises de 800 mètres qui sont exceptionnelles. Partout, quoi, je veux dire, t'en prends plein la vue. Hein. C'est un paysage, là, c'est vraiment spectaculaire, quoi. C'est unique. Le rodéo de la Tsaranour, la corrida des rizières. Piétiner les rizières est une tradition dont les jeunes raffolent. Il faut faire preuve de courage et d'audace. C'est un jeu risqué qui permet en tout cas de transformer la terre des rizières en champ de boue avant de planter le riz. Les accidents sont imprévisibles. En cas de problème, on prend sur nous. Avec les zébus, les accidents arrivent surtout quand on n'écoute pas les conseils des adultes. Ils nous disent de se méfier et de faire attention. Autrefois, il y avait la forêt presque partout ici dans la vallée. La culture sur brûlis a des conséquences dévastatrices pour la grande île. Mais dans les campagnes,
Il n'y a pas d'autre solution que de brûler la terre pour régénérer les sols. Aujourd'hui, c'est la journée des écoles partout à Madagascar. C'est un jour spécial pour les enfants. Les élèves d'Émile, l'instituteur de la vallée, vont planter des arbres. Plus qu'un symbole, c'est un geste pour la nature. Pour trouver de jeunes arbres, il faut se rendre dans la pépinière de Gilles. Cela fait des années que ce Français s'obstine à replanter la vallée, une manière d'être au plus près des villageois et des montagnes où il a choisi de vivre. La pépinière est ouverte à tous les gens de la vallée. Chaque année, Gilles plante plus de 100 000 arbustes. Ça va? Ça va? Ça va et vous? Voilà, mademoiselle. Si on commence pas à travailler avec les gamins, les adultes ils changeront pas, hein, c'est trop tard. Donc c'est qu'en travaillant avec eux chaque année, à la même période, ils viennent planter des arbres. On peut espérer qu'à l'arrivée à l'âge adulte, chaque année, la pluie arrive, c'est le moment de planter des arbres. Ils vont continuer à planter ça chez eux, sur leur terrain, et arranger un petit peu la forêt, quoi. Dans toute l'île, les enfants des écoles consacrent ainsi 2 journées par an à leur environnement. L'école de la vallée est une école verte, tournée vers le monde agricole et les questions d'écologie. L'enseignement dispensé vise à lutter contre l'exode rural. En fait, tout est fait pour que les enfants puissent envisager leur vie ici, dans la vallée. Et c'est aussi l'objectif de Gilles. Pour atteindre son but, il a fondé une association afin de reboiser et protéger la vallée de la Tsaranour. La forêt ne s'est pas faite en un jour. Gilles a mis en place des pépinières d'eucalyptus, un arbre à croissance rapide, qui fournira du bois pour les besoins des villageois. D'année en année, le travail de Gilles porte ses fruits. Ça, c'est le reboisement de Voulay-Maca, petit village qu'il y a derrière. Donc reboisement villageois, on a planté environ 3000 sur un petit peu plus d'1 hectare. Voilà, ça c'est des arbres qui ont 12-13 mois en terre. Mais dans quelques années, ils pourront les exploiter. C'est un petit peu comme ce grand bosquet là qu'on a planté il y a une douzaine d'années, qui est un petit peu plus ancien. Si on veut espérer que les montagnes se reboisent, il faut que les gens puissent subvenir à leurs besoins, hein. On ne peut pas leur demander d'arrêter de couper du bois juste parce que c'est pas bien de couper du bois, hein. Il faut absolument remplacer le bois qu'ils ne pourront pas couper, il faut qu'ils en aient à côté de chez eux. Je pense que j'étais prédestiné sur cette terre. Je crois vraiment en moi que j'étais destiné à vivre ici. Pas uniquement ici à Madagascar, mais ici, dans cette vallée, à cet endroit. Les grands espaces, la nature encore sauvage, ça prend une certaine dimension ici. On arrive à être parfois très très loin du monde moderne. Pour moi, c'est un peu ça, les grands espaces, hein. C'est pas juste un grand parc aménagé. C'est au contraire un grand territoire terriblement vide. Il y a finalement très peu de monde sur cette terre. Je veux dire, sur cette terre de Madagascar.
Ici, on s'aperçoit qu'on peut vivre avec extrêmement peu. Et on tombe sur des gens comme ça qui vont rigoler du matin au soir. Quoi qu'il leur arrive, ils n'ont rien, ils ont un petit bout de pagne, un petit coupe-coupe. Et ils sont heureux. Opération plantation. Au lever du jour, Gilles s'attaque à cette colline. C'est la saison des pluies, le bon moment pour planter. Au fil des ans, Gilles s'est entouré d'une équipe de planteurs, des villageois sensibilisés à sa cause. Il plante des jeunes pousses et utilise également une méthode un peu particulière. Les boulettes sont des graines enrobées d'un mélange de terre et de bouse de zébu. Le résultat est aléatoire, 15 à 20% de rendement. Mais là n'est pas le plus important. On est sur des collines qui sont extrêmement dénudées, qui ont beaucoup souffert. Même planter un arbre, une petite graine, c'est pas moi seul, c'est pas ma petite association qui va arriver à reboiser toutes les vallées, tout Madagascar, toute la planète. C'est juste pour montrer un peu l'exemple aux gens, leur dire, regardez, on plante, attendez 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous allez récolter les fruits. On commence à avoir des fruitiers qui donnent dans la vallée, quoi, donc il y a des résultats. On voit les gens sur la route qu'on a reboisés. Hey, quand il fait chaud, ils marchent sous les arbres, ils s'arrêtent, ils se mettent à l'ombre. Ils commencent à voir un petit peu les effets positifs de la chose. Il y a des coins de collines où l'érosion commence à se limiter un petit peu. Donc on espère qu'en montrant aux gens les gestes, quoi, et surtout ce que ça peut amener à leur terre, ça va les convaincre d'inverser un petit peu la tendance qui aujourd'hui reste quand même un petit peu de dégager les arbres pour faire de la place pour des pâturages. C'est un endroit un peu particulier. Kendanus, c'est un ancien palais royal ici. Et puis il y a eu une drôle d'histoire, quoi. Le roi était un peu abusif avec ses sujets. Et ben, les sujets ont fait comme on fait aux rois qui abusent de leurs sujets. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas décapité parce que c'est interdit de faire couler le sang royal à Madagascar. Donc en fait, ils l'ont étouffé. Ils l'ont étouffé à coups de banane. Chaque fois que je monte ici, j'ai un petit quelque chose. Ça, c'est peut-être mon côté malgache où je commence à être un peu influencé par l'irrationnel local, qui fait partie du quotidien. On peut pas vivre à Madagascar sans intégrer une petite partie de mysticisme, magie, irrationnel. On ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Ça fait partie intégrante de la vie à Madagascar. Ça quoi ça fait? Ah, c'est des bons trous. On essaye, hein, c'est pas évident. On a 2 heures de marche pour monter de la vallée. On va pas venir les arroser. Donc les arbres, on doit leur donner les meilleures conditions au départ. Puis après, voilà, on verra bien. Hein. Dans quelques décennies, les enfants de la Tsaranour verront sans doute leur vallée toujours verte et que Gilles espère plus boisée. Ils se souviendront alors que leurs ancêtres ont un jour croisé la route d'un drôle de Français qui aimait les arbres.
Le livre de Giono, L'homme qui plantait des arbres, m'a un petit peu impressionné. L'histoire de ce berger qui, solitairement, tout seul dans son coin, plante des centaines et des centaines d'hectares, qui arrive à reconstituer des forêts. Même l'administration s'étonne, comment, quoi, il y a une forêt là où il n'y avait rien. Ça m'a marqué. Et bon, ouais, c'est sûr, il m'a inspiré, quoi. J'aimerais bien finir dans la mémoire des gens ici comme l'homme qui plantait des arbres.